Donc nous continuons avec Jérôme Rivière, que j'interrogerai avec donc Manuel Lafont-Rapnouil, directeur du bureau de l'ECFR à Paris. Jérôme Rivière, vous avez été député UMP des Alpes-Maritimes de 2002 à 2007. Vous avez ensuite été exclu de l'UMP. Vous avez commencé à vous rapprocher du Front National. Vous soutenez aujourd'hui Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. Et vous êtes d'ailleurs membre du conseil stratégique de sa campagne. Donc merci d'être venu parler ici du programme de Marine Le Pen. Sur les enjeux internationaux, vous êtes surtout spécialiste des questions de défense, et c'est notamment sur ces sujets que vous prenez la parole dans le cadre de la campagne. La défense occupe d'ailleurs l'essentiel des 144 engagements de Marine Le Pen sur les questions internationales. Les relations avec la Russie, dont on parlera bien sûr, illustrent aussi une volonté affichée d'aller vers un monde multipolaire, fondé sur l'égalité en droit des nations. Je cite ces engagements. Vous n'étiez pas à Moscou avec votre candidate lorsqu'elle a rencontré Vladimir Poutine il y a 10 jours, mais en revanche, vous étiez à N'Djamena avec elle le 21 mars, où elle a rencontré le président Idriss Déby. Alors, c'est là-dessus que nous allons vous interroger d'abord. Elle a, devant le Parlement tchadien, Marine Le Pen a déclaré « Je veux que l'Afrique soit la première des priorités internationales de la France ». Et elle a aussi promis, je cite toujours, une gestion rigoureuse et partagée des flux migratoires. Qu'est-ce que cela veut dire ? D'abord, bonjour et merci de cette invitation. En préambule, je souhaite quand même vous dire que si je suis absolument ravi de participer à cette matinée d'échange, je n'oublie pas que je suis ici dans les locaux du Monde qui, dans un éditorial du mois d'octobre, a rappelé qu'il ne donnerait pas à l'occasion de cette campagne des élections présidentielles la parole dans le cadre d'éditoriaux à Marine Le Pen ou à des candidats ou à des personnalités soutenant Marine Le Pen. C'est donc, vous le comprendrez, un espace un peu particulier pour moi. Ceci étant dit, je vous remercie de cette invitation. La parole à Marine Le Pen. Il y a un éditorial très précis qui explique, et nous avons fait de nombreuses demandes, ça nous a d'ailleurs été rappelé la semaine dernière, que nous ne pouvions pas avoir de tribune qui passe pendant le cadre de cette présidentielle. Ceci étant dit, pour ce qui concerne la politique étrangère de Marine Le Pen, je l'accompagnais effectivement à l'occasion de ce voyage au Tchad, qui avait un double objectif. D'une part, aller rencontrer les forces Barkhane, puisque comme vous le disiez très justement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu une forme de déconnexion de la politique de défense et de la politique des affaires étrangères, alors qu'il nous paraît pour nous essentiel que toute action de défense soit liée et soumise d'abord à une volonté diplomatique, à des objectifs clairement définis, notamment pour trouver des solutions de sortie. On a pu constater à l'occasion de cette rencontre avec les forces françaises que le commandant de la force que nous interrogions sur l'avenir de cette présence française au Sahel semblait être envisagé pour une durée qui peut s'apparenter à du très long terme, puisqu'il ne voyait pas comment, dans un délai inférieur à 10 ans, une solution de transition de la sécurité de cette zone pouvait être donnée aux forces nationales sur place. Donc on voit bien que la France les armées françaises ont été engagées au cours de ce quinquennat, mais ça avait commencé dans le quinquennat précédent, dans des aventures, dans des expéditions pour lesquelles une solution diplomatique n'avait pas été prévue. C'est clairement le type de politique que Marine Le Pen ne souhaite pas engager. Et quand vous parliez de politique coordonnée, elle souhaite effectivement que, pour l'Afrique, nous soyons dans des relations qui soient d'État souverain à État souverain, respectueux des demandes qui émanent de ces pays. Je vous rappelle notamment, pour ce qui concerne l'opération libyenne, qui finalement est l'un des tout premiers dominos
qui nous a enchaînés aujourd'hui jusqu'à cette opération Barkhane. Notre principal partenaire militaire dans la région, c'est-à-dire le Tchad, s'était opposé à cette intervention française en expliquant que les conséquences négatives seraient bien plus importantes que les conséquences positives. Donc c'est ce qu'elle appelle ce partenariat respectueux avec les États africains. Derrière, il y a aussi toute une politique de coopération avec des investissements qui doivent intervenir et qui doivent être augmentés de façon substantielle. Je vous rappelle qu'il existe, chacun aime se gargariser des objectifs internationaux. On a comme objectif communément admis de dépenser 0,7% du PIB en matière de coopération. La France n'en fait pas la moitié aujourd'hui comme effort, donc Marine Le Pen, là-dessus, souhaite très clairement que nous atteignions cet objectif de 0,7% du PIB dépensé en matière de coopération, et elle souhaite qu'un effort particulier soit fourni sur le continent africain. Je vous rappelle pour mémoire que c'est à peine 8% des 0,35% du PIB qui arrivent aujourd'hui dans les 16 pays les moins riches d'Afrique. Et sur alors comment est-ce que vous entendez partager la gestion des flux migratoires avec les pays africains? Une partie, juste pour préciser la question, une partie des dirigeants d'Afrique de l'Ouest notamment, qui sont ceux qui concernent notamment les flux migratoires vers la France, sont très réticents à ce que leur demande la France ou les autres pays européens, par exemple en termes de retour ou en termes de gestion de délégation de la prévention du départ des migrants potentiels vers l'Europe. La gestion des flux migratoires passe par une coopération accrue. C'est l'un des éléments que je viens de développer sur la nécessité aujourd'hui d'éviter que les élites de ces pays viennent en France, en Europe, aux États-Unis, s'y installent et ne participent pas au développement du pays. Aujourd'hui, quand vous avez, j'ai entendu cet exemple aussi, plus de médecins béninois installés en France qu'au Bénin, on voit bien que ça pose un problème et que les pays de départ de ces populations sont demandeurs, eux aussi, de solutions qui permettent à leurs élites d'éventuellement bénéficier de formation en France. Et là-dessus, elle a été très claire. Il n'est pas question de restreindre de la moindre façon des visas qui auraient comme objectif de former des populations locales dans les universités ou les grandes écoles françaises. En revanche, il n'est pas possible, plus longtemps, de ne pas inciter ces gens à rentrer chez eux et participer au développement de leur pays d'origine. Je crois que c'est la principale méthode pour pouvoir justement lutter contre l'immigration. Derrière, après, c'est plus de la politique intérieure que de la politique étrangère. Vous avez il faut cesser les pompes aspirantes de l'immigration. Donc ça, c'est des démarches françaises qui sont, en matière de politique intérieure, qui sont nécessaires à réaliser. Je pense que c'est enfoncer une porte ouverte que de rappeler que l'AME est un élément extrêmement incitatif pour ces populations à venir s'installer en France. Donc l'important, c'est de faire en sorte que notre pays soit attractif pour réaliser des formations, soit un partenaire avec lequel ces pays puissent compter, mais que notre pays soit aussi très ferme et en coopération donc avec les pays notamment d'Afrique, mène une politique qui leur permette d'aller se réinstaller chez eux et de participer au développement de leur pays d'origine. Vous dites, pour finir sur ce point peut-être, avant de passer à un autre, vous dites que vous voulez passer de 200 000 entrées à 10 000 par an, mais par exemple les étudiants étrangers... Un solde positif de 200 000 à 10 000, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du monde, aujourd'hui, plus les de étudiants... 10 000 personnes qui rentrent, l'important c'est que vous en ayez dans ce cas-là plus qui sortent. C'est le solde migratoire dont nous parlons, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un solde de plus de 10 000 personnes qui rentrent chaque année en France. Aujourd'hui les étudiants, c'est plus de 60 000 personnes chaque année. C'est un chiffre que par exemple vous voulez pas toucher, et sachant que pour la partie retour, encore une fois, c'est la partie sur laquelle les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, sont les plus sensibles et les plus réticents à une coopération, et d'ailleurs sont sous la pression de leur propre population pour ne pas coopérer avec les pays européens qui veulent faciliter le retour vers le pays d'origine. C'est ni le sentiment ni le discours qui a été tenu lorsque nous étions à N'Djamena.
On a entendu un président, Idriss Déby, qui était extrêmement demandeur de faire revenir des populations qui notamment avaient été formées en France et qui souhaitaient trouver les moyens de coopération avec la France pour les faire rentrer. Alors, il y a plus de jeunes Maliens ou de gens de l'Afrique de l'Ouest que de gens tchadiens. Mais si vous n'avez pas un affichage de la détermination de la France à engager ce type de coopération, vous n'avez pas de résultat. Aujourd'hui, la politique qui est menée, qu'on peut constater sur le plan européen, c'est une politique qui finalement est incitative. Donc après, on peut avoir des postures qui sont des postures pour demander le retour de jeunes étrangers ou moins jeunes étrangers dans leur pays. Mais c'est de la posture, il n'y a pas de politique au niveau français ou au niveau européen qui soit effectivement engagée et volontaire sur le retour dans les pays d'origine. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les aspects de défense, une des choses que je vous ai entendu dire et qui fait écho à ce que dit Marine Le Pen, c'est le fait que l'Europe de la défense n'a aucun sens. Alors, par exemple, au Mali, deux choses. La sortie de crise, vous en avez parlé. La sortie de crise, elle impose d'abord d'avoir un accord de paix qui est mis en œuvre, et il est mis en œuvre avec l'aide de l'ONU. Une grande partie des troupes, et souvent les troupes qui remplissent les fonctions les plus critiques de la mission de l'ONU au Mali, ce sont des Européens, et ce sont des Européens qui sont venus à la demande de la France, une demande que la France a faite au lendemain des attentats de novembre. Le ministre de la Défense Qu'est-ce que vous appelez les plus critiques pour qu'on s'entende? Plus critiques, par exemple, les hélicoptères d'attaque, par exemple, les capacités de renseignement, par exemple, les capacités d'évacuation médicale, qui sont des capacités importantes pour que la mission fonctionne et puisse avoir le maximum d'effets par rapport à son mandat. Le ministre de la Défense, Le Drian, est allé à Bruxelles et a demandé, en vertu d'un article du traité de l'Union européenne, l'article 42.7, la solidarité des Européens, et les Européens ont renforcé leur contribution à cette mission de l'ONU. Autre contribution européenne à une sortie de crise au Mali, la formation des armées maliennes. Et vous l'avez dit, l'objectif, c'est à terme de passer la main aux forces locales. La formation des armées maliennes est prise en charge, pour le coup, non pas par une mission de l'ONU, mais par une mission de l'Union européenne, et donc qui est intégralement gérée et dont les contributeurs de troupes sont des États membres de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous faites de cette importance pour la France de pouvoir s'appuyer en tant que de besoin sur des contributions de ses partenaires européens? Votre question est très très vaste, parce que vous commencez par la défense européenne. La défense européenne, ça n'est pas, loin de là, une idée qui repose sur la participation de plusieurs pays européens à des opérations extérieures. La défense européenne, c'est avant tout un budget, des femmes et des hommes et des moyens pour assurer la sécurité et la protection du territoire et de ses citoyens. Donc en ces termes, là-dessus, la position de Marine Le Pen est très très claire. La France doit être totalement souveraine et assurer. C'est le premier enjeu pour un chef de l'État, c'est assurer la sécurité de ses concitoyens. Sans sécurité, il n'y a pas d'éducation. Sans sécurité, il n'y a pas de santé. Sans sécurité, il n'y a pas de culture. Donc c'est vraiment une mission régalienne essentielle. Là-dessus, on voit bien l'effort de défense est totalement disparate en Europe. Alors même si les chiffres peuvent paraître parfois similaires, avec des pourcentages de PIB qui sont pas très éloignés, les savoir-faire sont très très différents. Et aujourd'hui, avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France est très clairement le seul pays à l'intérieur du continent européen, à l'intérieur de l'Union européenne, à être une armée d'abord qui dispose de la dissuasion nucléaire, ce qui en fait un poids et un pays avec des responsabilités très spécifiques, et qui par ailleurs est le seul pays aujourd'hui à être en capacité de mener des opérations de basse ou de forte intensité. Donc aujourd'hui, imaginer que nous puissions avoir une défense européenne, ça veut dire encore un abandon de souveraineté supplémentaire à une entité mal définie aux contours non démocratiques, très clairement. La Commission européenne n'est pas une instance élue démocratiquement, c'est des gens désignés. Donc notre logique est évidemment... La Commission européenne a très peu de rôle en matière de défense. En matière de défense, l'Europe n'a pas de rôle. En matière de défense, aujourd'hui... Les États membres ont un rôle et essayent de travailler ensemble. Alors, je termine. Donc le sujet d'une défense, donc la défense, elle est avant tout nationale. Donc vous avez des pays, la France en particulier, qui doit faire un effort pour être en capacité de répondre à l'ensemble de ses besoins. Ces efforts
effort appelle à des dépenses. On peut on peut en parler, mais là, l'objet est plutôt l'aspect diplomatique de la défense. Mais une fois que ceci est dit, une fois que la France dispose de ses moyens, lorsqu'il s'agit de s'engager sur des opérations extérieures, il y a deux éléments clés. Il y a d'une part avoir les conditions diplomatiques pour s'engager. Aujourd'hui, la question se pose quand même de savoir ce qu'on a été faire au Mali. Les raisons de l'engagement au Mali, est-ce que c'était pour éradiquer la situation terroriste ? Au Mali ? Je vous dis que les raisons se posent et qu'aujourd'hui, la façon dont on est rentré à l'intérieur du territoire malien sans avoir prévu de solution diplomatique dès l'origine pose la difficulté que pour les 2 prochains quinquennats à minima, vous allez avoir des troupes françaises, 4000 hommes et femmes qui sont engagés sur ces théâtres. Vous mettriez fin à l'intervention au Mali ? Il est impossible aujourd'hui de mettre fin à l'intervention au Mali. La sécurité du Sahel serait immédiatement, s'effondrerait immédiatement. Et on voit bien d'ailleurs que même avec les 4000 femmes et hommes qui sont présents, on arrive difficilement à maintenir une zone de relative sécurité sur ce territoire. Ce que Marine Le Pen reproche à l'opération, c'est l'engagement et les effets dominos. Il n'y a pas eu de réflexion dans la façon dont nous sommes intervenus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la France se retrouve dans une position d'alignement systématique. Et la France n'a pas réfléchi, comme nation souveraine, aux raisons pour lesquelles elle souhaitait ou non intervenir en Libye. Et c'est cet effet domino qui finalement nous trouve aujourd'hui entraînés dans une série de conflits et dans des opérations pour lesquelles nous souhaitons reprendre un peu de distance et de réflexion. Les 2 grands piliers de la politique étrangère de Marine Le Pen, c'est le refus du repli et le refus de l'alignement. Et quand je parle de repli, je vous dis très sincèrement, l'Union européenne est un espace de repli et de rétrécissement. Avec l'Union européenne, on pense la France comme l'Hexagone. On ne pense pas la France avec l'ensemble de ses outre-mer. Mais la France il y a plusieurs alliés européens au Mali avec la France. Après, derrière, vous pouvez engager des coopérations. Évidemment que la France n'a pas vocation à agir seule. Et la France n'a jamais agi seule. Bien avant l'Union européenne, il y avait des opérations et la France menait des opérations avec des partenaires. Mais les partenaires sont choisis en fonction des intérêts stratégiques liés à l'opération. Donc qu'aujourd'hui, un certain nombre vous parliez des Européens qui sont là sur des positions, sur des je ne sais plus quel mot que vous avez utilisé, sur des capacités critiques. Il y a même plus que les Européens. Vous savez qu'aujourd'hui, les forces Barkhane disposent de 5 drones qui ont été achetés par la France. Alors on s'en gargarise, le ministre de la Défense est très content d'avoir acheté 5 drones. La réalité, c'est que les 5 drones, ils sont opérés par des Américains, par une société civile américaine, parce que nous n'avons pas acheté, dans le contrat que nous avons passé avec eux, la capacité à faire décoller et atterrir ces avions. Ça veut dire que nous laissons des civils américains. Les Américains sont des gens raisonnables et responsables, et je suis certain, et nous ferions la même chose, qu'ils sont en capacité de récupérer et de collecter un certain nombre de données lorsqu'ils font atterrir et décoller ces UAV. Et si pour une raison quelconque, un effet, une divergence d'intérêts stratégiques intervenait entre la France et les États-Unis, qu'est-ce qui garantit que nous soyons en capacité d'utiliser ces drones qui sont essentiels aujourd'hui pour assurer l'aspect opérationnel de l'intervention au Mali et protéger nos troupes. Donc c'est pour ça que je vous disais en préambule de ma réponse à cette question, c'est qu'il est avant tout indispensable d'avoir une défense qui soit en capacité de mener de façon autonome, si nécessaire, des opérations qui sont dans l'intérêt stratégique de la France. Voilà, je suis désolée, l'heure tourne et il faut qu'on avance encore. On va terminer ce chapitre européen avec une question sur l'Union européenne précisément et la position de votre candidate. On vous présente souvent comme le parti qui veut sortir de l'euro et qui veut sortir de l'Union européenne. Il y a eu depuis un an beaucoup de confusion sur vos positions concrètes. Est-ce que, comme l'a dit Florian Philippot, si Marine Le Pen est présidente, la France aura quitté la zone euro 6 mois après ? J'étais hier avec Marine Le Pen à Bordeaux qui a réexpliqué sa méthode. Il s'agit avant tout d'une méthode. Marine Le Pen souhaite d'une part que la France retrouve la totalité de ses souverainetés. En même temps, elle est consciente que nous sommes engagés dans des traités, des accords, et donc elle souhaite très rapidement, dans les jours qui suivent son élection, se rendre à Bruxelles, elle l'a dit, pour aller voir les différents partenaires de l'Union européenne et leur expliquer les conditions dans lesquelles elle souhaite renégocier ces traités.
Ce dont nous sommes convaincus, c'est qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne se joindront à nous, notamment des pays qui sont plus à l'est de l'Union européenne parce qu'ils ne sont pas satisfaits non plus du fonctionnement de ces institutions. Et nous renégocierons. Si elle obtient ce qu'elle souhaite, dans ce cas-là, les traités seront négociés. Si elle ne l'obtient pas, ce qui est le plus probable, dans ce cas-là, elle viendra, elle présentera un référendum aux Français et elle leur proposera l'équivalent de ce qui a été proposé par le Royaume-Uni, une sorte de Frexit permettant de quitter l'Union européenne. Pas l'Europe, encore une fois. L'Union européenne, qui ne date pas, comme le répétaient les journaux le week-end dernier, ou il y a 15 jours, il y a 60 ans. L'Union européenne, ça date de 1993. Vous êtes au courant, bien entendu, des sondages qui montrent que près de 3/4 des Français souhaitent rester dans la zone euro. Oui, je vois les sondages. Et les sondages, on leur fait dire beaucoup de choses. La réalité, c'est que vous allez avoir une élection présidentielle. Si, comme je le souhaite et comme je le pense, Marine Le Pen est élue, derrière, elle ira défendre le projet pour lequel elle aura été élue. Et ensuite, elle viendra le présenter aux Français. Vous avez quand même une candidate qui, au contraire de plein d'autres qui vous disent vous restez dans le lieu, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, vient expliquer aux Français la politique qu'elle va mener pour nous affranchir de cette tutelle et de ce qui est à la fois un repli, un alignement et un abandon de souveraineté, et qui ensuite vient dire si jamais je n'obtenais pas ce pourquoi vous m'avez nommé, je viendrai vous poser la question. Et elle s'est engagée par avance à respecter le résultat du référendum, ce qui est très très loin de ce qu'avait fait, je vous le rappelle, Nicolas Sarkozy, puisqu'en 2005, le référendum sur le traité constitutionnel le non l'avait largement emporté. Et quelques années plus tard, Nicolas Sarkozy et François Fillon, son Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui dépose quand même les lois à l'Assemblée nationale, avaient fait adopter par l'Assemblée nationale le traité de Lisbonne qui reprenait à quelques mots près le traité constitutionnel que les Français avaient refusé. Donc elle est au contraire dans une attitude extrêmement démocratique puisqu'elle s'engage à respecter le choix des Français. Alors, quitter l'Union européenne, ça veut dire aussi quitter Schengen ? Oui, très clairement et très rapidement. Parce que Schengen, très rapidement, vous savez, c'est-à-dire vous savez, Schengen aujourd'hui, très rapidement. Je suis fasciné. Je suis fasciné. Mais Schengen, le problème, il sera matériel. C'est qu'aujourd'hui, les frontières n'existent plus matériellement. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui explique que Schengen a été suspendu et que des contrôles aux frontières sont rétablis. J'engage chacune et chacun d'entre vous à prendre sa voiture et aller en Belgique ou en Allemagne ou en Italie. Il n'y a pas de frontières, elles sont totalement immatérielles. Donc laissez croire aux Français que la suspension de Schengen est en fait la capacité pour la France aujourd'hui de rétablir les frontières, c'est un mensonge. Donc parmi les propositions de Marine Le Pen, justement, c'est d'embaucher 4000 douaniers supplémentaires parce qu'il va falloir, j'allais dire réarmer, c'est pas au sens remettre avec du personnel les points de passage, parce que créer une frontière, il faut aussi qu'elle soit matérielle. Et j'entends bien, ça n'est pas les frontières qui empêcheront tous les trafics et tous les passages. C'est en tout cas, ça fait partie, comme je l'expliquais au départ, des moyens qui permettent de dire que nous sommes sérieux sur le fait que nous ne souhaitons pas de flux migratoires supplémentaires. Ça veut dire que nous sommes sérieux dans la lutte contre le terrorisme et que nous protégeons effectivement l'espace français. Et il faudra continuer à avoir du renseignement, il faudra continuer à suivre avec attention tous les passages qui se réaliseront, mais vous évitez l'essentiel du flux qui aujourd'hui se passe par l'autoroute, le train, et où on voit bien que des terroristes sont capables de traverser le territoire national armé. Deux éléments importants de Schengen, le renforcement des frontières extérieures de l'Europe. Est-ce que la France, si elle sort de Schengen, contribue quand même à ce renforcement des frontières extérieures ? Et l'autre élément important, le partage des données par des fichiers, des données de police qui permettent aux différents services de police des différents pays de coopérer. Est-ce que là aussi, on sort de ce système de coopération policière qui est utile, pas uniquement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais pour des tas d'autres considérations. Comment est-ce qu'on maintient une coopération avec les pays si on sort de Schengen? C'est amusant la façon dont vous présentez les choses de façon binaire. Mais c'est pas binaire. On a des coopérations avec les États-Unis, on a des coopérations avec la Russie, on a des coopérations avec toutes sortes de pays sans avoir pour autant abandonné notre souveraineté à une sorte d'institution un peu supérieure, dont on ne sait pas bien d'ailleurs qui l'a nommée, pour abandonner, pour prendre des décisions pour nous. Sortir de Schengen, sortir de l'Union européenne, refuser la dilution de souveraineté ne veut pas dire que demain nous ne ferons pas des coopérations. Nous avons des coopérations avec la Suisse. Est-ce que vous maintenez cette coopération avec le fichier, la Suisse, ou est-ce que vous sortez? Bien sûr, mais avec la Suisse aujourd'hui on coopère. Pourtant ils font pas partie prenante de l'Union européenne. Donc au contraire, on aura des coopérations. Donc vous restez des dans coopérations le système renforcées d'information. Mais bien sûr, c'est indispensable.
pas le système d'information de Schengen, dans le système d'information et de partage de données. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est des coopérations avec les services de police, les services de renseignement, les services de renseignement extérieurs. Je vous rappelle que c'est alors que nous sommes dans Schengen que nous avons refusé de coopérer avec les services extérieurs syriens. C'est vraiment, pour le coup, une posture totalement dangereuse que d'avoir refusé de coopérer. Ça a sans doute mis en danger des femmes et des hommes et des femmes et des militaires français que de refuser ces coopérations. Donc nous sommes au contraire dans une posture d'accepter toutes les coopérations. Manifestement, ça avait à voir avec un jugement qu'on avait que la fiabilité des systèmes des services syriens n'était pas hors de reproche. Sur le système d'information, ça c'est les politiques qui disent ça. Les services aujourd'hui n'ont jamais prétendu qu'il y avait un manque de fiabilité et ils étaient demandeurs d'avoir de l'information. Vous pensez qu'on peut avoir une coopération plus approfondie avec nos voisins européens en étant en dehors de Schengen, plutôt que le système aujourd'hui qui est plutôt l'un des plus poussés qu'on ait dans le cadre de Schengen? Je pense que dès lors qu'un État est pleinement souverain et qu'il est pleinement responsable d'assurer sa sécurité, qu'il n'est donc pas en situation de se dire quelque part je baisse un peu ma garde et je vais laisser l'effort reposer sur mon voisin, effectivement, il est plus attentif aux coopérations qu'il mène. L'une des raisons pour lesquelles on a un problème en matière de défense, c'est que dans le cadre de l'OTAN, cette alliance qui elle aussi dont nous souhaitons partiellement sortir, en tout cas sortir du commandement militaire intégré, cette alliance est à l'origine de l'immense baisse des budgets de défense des pays européens. Parce que quelque part, les pays européens se sont dit, après tout, les États-Unis sont là, on a leur parapluie, pourquoi faire un effort? Donc l'absence, la déresponsabilisation, l'absence de l'exercice de la souveraineté sur un plan national fait très souvent que des gouvernements font des efforts moins intenses en matière de sécurité, en matière de défense, parce qu'ils se disent qu'après tout, ça repose aussi sur le voisin. Je crois que la responsabilité, les nations responsables, souveraines, qui travaillent les unes avec les autres, c'est le meilleur moyen d'assurer un monde qui soit beaucoup plus stable et beaucoup moins dangereux. On est plus puissant quand on est tout seul. Vous voyez, je n'ai pas dit qu'on est tout seul, puisque je vous parle de coopération. Mais on est plus puissant quand on assume réellement les missions pour lesquelles une population vous a élu, et qu'ensuite vous allez voir votre voisin, ou des gens même un peu plus loin, on parlera peut-être de la Russie, on parlera des États-Unis, et on engage des coopérations avec eux, sachant quel est notre rôle, quels sont nos devoirs et quels sont les engagements que nous devons respecter. Encore une fois, je vous rappelle qu'en 1981, on était à plus de 4% du PIB en matière de défense. Aujourd'hui, on est à 1,77 avec les traitements et les pensions inclus. Le monde n'est pas moins dangereux, bien au contraire. On vient justement à la Russie. Et juste pour terminer, Schengen, on quitte dans quel délai si Marine Le Pen est présidente ? On quitte l'espace Schengen dans quel délai? Elle va les voir immédiatement pour renégocier et on fait une négociation effectivement à l'espace de 6 mois. Il faut que ça aille vite. Sur la Russie, donc Marine Le Pen a eu un entretien d'1 heure et demie avec Vladimir Poutine. Il a évidemment été question de l'Ukraine. Sa position est très claire. La Crimée est russe. Et les sanctions doivent être levées. Qu'est-ce que vous faites du principe d'inviolabilité des frontières et de l'intégrité territoriale qui font l'objet d'accords internationaux? Si j'ai bon souvenir, sur le continent européen, les frontières de l'ex-Yougoslavie ont été violées combien de fois par l'ensemble des partenaires, y compris l'OTAN? Je ne saurais plus compter tellement il y a de frontières nouvelles qui ont été créées. Il n'y a pas eu d'annexation. Parler aux populations sur place, elles ont tout un sentiment très différent. La Tchécoslovaquie, c'était aussi 2 pays nouveaux. Soudan, qu'on a laissé séparer en 2 pays. Le principe d'intégrité des frontières dans la charte de l'ONU, c'est un principe face au recours à la force par une puissance extérieure. Je constate en Yougoslavie, il n'y avait pas de puissance extérieure qui sont intervenues. J'ai souvenir que l'OTAN était présent sur le théâtre. Donc je vous dis, il y a un problème de double langage perpétuel et permanent. Ce que Marine Le Pen pense, c'est qu'il faut arrêter avec cette pensée universaliste occidentale qui voit le monde à travers notre prisme.
cette pensée-là a conduit aux actions de George Bush, et c'est une forme de messianisme qui n'est pas acceptable. Nous souhaitons être respectés pour ce que nous sommes, avec les intérêts. La France a ses spécificités, et dans ce rapport à l'autre, aux autres pays, nous souhaitons aussi respecter ces différences, les identités. Chaque pays a sa propre identité, et il est important de savoir, travailler avec eux en respectant ces identités. C'est indispensable. Aujourd'hui, la Russie, ça n'est pas l'URSS d'hier. La Russie, il n'est en aucune façon envisagé un alignement, pas plus avec les Américains qu'avec les Russes, qu'avec l'Inde de Modi ou avec les Chinois. En revanche, la Russie, il faut bien reconnaître que nous avons manqué à notre engagement. Lorsque l'URSS a été démantelée, il était clair qu'il ne devait pas y avoir de présence militaire occidentale aussi proche de leurs frontières. Quand vous faites décoller un avion de chasse dans les pays baltes, vous êtes à 1 minute de Saint-Pétersbourg. Imaginez un peu un avion de chasse à 1 minute de New York. Il faut aussi se mettre de comprendre les réactions, le sentiment alors les Baltes terrible. Vous diront en sens inverse, eux aussi sont à 1 minute d'avion de Saint-Pétersbourg. Eux étaient à l'intérieur de l'URSS. Ça leur est déjà arrivé. Mais que je sache, les avions qui décollent, c'est pas des avions baltes, c'est des avions américains. Les bases de l'OTAN, c'est pas des bases avions avec russes des avions, qui non seulement survolent proche des frontières, voire des fois l'espace aérien des pays, notamment dans la mer Baltique, et même certains bombardiers stratégiques russes viennent flirter avec les frontières françaises. Comme nous l'avons fait régulièrement. Aujourd'hui, encore une fois, notre position, elle est, je vous dis, les 2 piliers, c'est pas de repli. Et le repli, c'est l'Union européenne qui nous fait nous réduire à l'hexagone. C'est l'OTAN qui nous fait nous aligner systématiquement. Donc pas de repli, pas d'alignement, parce que l'alignement, c'est aussi aujourd'hui un alignement trop systématique et dangereux sur des positions américaines qui peuvent nous entraîner mécaniquement dans des conflits que nous n'aurions pas souhaités. Et c'est aussi au Moyen-Orient un alignement systématique sur les positions sunnites. Mais alors, la France se retrouve engagée, on ne sait pas trop pourquoi, sans réflexion sur ce type d'engagement. Ça mérite réflexion. À propos d'alignement, je crois qu'il y a un an, enfin je ne sais plus si c'est exactement il y a un an, mais il y a eu une période où Marine Le Pen proposait une alliance avec la Russie. Ça ne figure plus dans son programme. Quelle sera si elle est élue présidente, quelle sera exactement la relation franco-russe? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle forme ça prendra? Je pense que la forme que ça prendra... Il n'est plus question d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Aujourd'hui, on souhaite sortir une alliance, dès lors qu'une alliance, c'est une soumission, n'est pas acceptable. Qu'il y ait des coopérations importantes. La Russie fait partie intégrante, au moins en grande partie, du territoire européen. Elle assure... par les bonnes relations que nous devons entretenir avec ce pays, la stabilité du continent européen. La Russie est indispensable dans la résolution du conflit en Syrie. Donc parler, échanger, trouver des points de convergence avec la Russie sur les intérêts stratégiques de la France paraît essentiel et raisonnable. Peut-être sur le Moyen-Orient, oui. Une question assez précise. Donc, une question générale et une question assez précise. La question générale, c'est est-ce que vous pensez vraiment que la stratégie russe est de nature à permettre le retour d'une paix durable? On a eu l'impression, au moment de la chute d'Alep, que ça allait... certains ont pu avoir l'impression que ça allait ramener une certaine forme de stabilité. On voit bien que ce n'est pas le cas, que le conflit est toujours très fragmenté, très instable, que Daesh est toujours très présent. Et est-ce que le rôle des Européens, ça n'est que de payer pour la reconstruction, qui est un peu le rôle que les Russes ont l'air de réserver aux Européens? La question plus précise, il y a cette alliance entre Bachar el-Assad et la Russie, mais qui est en fait une alliance à 3 avec Téhéran, avec l'Iran. L'Iran est très puissant en Syrie, l'Iran est très influent en Irak. Est-ce que vous pensez que, comme le gouvernement de Bachar el-Assad, le gouvernement iranien est un allié comme un autre, dès lors que Daesh est l'ennemi ultime et est-ce que, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas souvent entendu Mme Le Pen s'exprimer, est-ce que vous avez une position sur la survie de l'accord nucléaire iranien et la réintégration ou la normalisation des relations avec l'Iran?
Alors, sur la première partie de votre question, est-ce que la position russe et la politique qui est menée là-bas assure la sécurité pour longtemps? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, la politique qui était menée précédemment, elle a assuré le chaos. Elle nous a fait financer, elle fait que les États-Unis, la France ont financé des organisations terroristes. Donc je suis certain que la politique qui était menée jusqu'à présent par le monde occidental était une mauvaise politique. Donc derrière, il faut effectivement travailler à renforcer les conditions pour que la stabilisation soit durable. Je n'ai pas de boule de cristal, je suis incapable de savoir si c'est définitif, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Pour ce qui concerne l'Iran, évidemment qu'il faut parler avec l'Iran. Aujourd'hui, dans le concert des nations, l'arc que représente l'Iran en allant jusqu'à une partie de la Syrie est un arc avec lequel il faut parler. Je vous le disais précédemment, la France n'a pas à s'aligner systématiquement, mécaniquement sur une position anti-chiite. Quelle est cette logique? L'Iran est une grande puissance, une civilisation millénaire, un peuple qui est industrieux, talentueux, avec lequel il faudra compter, qui se trouve sur une route commerciale entre la Chine et l'Europe indispensable. Ne pas parler avec eux est irresponsable et ne correspond pas aux intérêts stratégiques de la France. Donc oui, bien sûr, il faut continuer de parler avec eux. Et encore une fois, parler avec des grands pays, des grandes nations, ne signifie pas qu'on sera systématiquement d'accord avec eux, ne signifie pas qu'on s'alignera sur leurs intérêts. La France doit analyser ses intérêts stratégiques en dehors de tout prisme idéologique, notamment en dehors d'une vision qui cherche à imposer un modèle occidental partout sur Terre. C'est ce messianisme avec lequel il faut rompre. Nous arrivons à la fin de l'entretien et nous voulons avoir encore 5 minutes pour 2 questions du public. Je vous poserai peut-être la dernière question sur les États-Unis. Marine Le Pen avait voulu rencontrer Donald Trump pendant la transition. Ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'elle a le projet de le rencontrer avant l'élection présidentielle comme elle a rencontré Vladimir Poutine ? C'est vous qui affirmez qu'elle avait le projet de le rencontrer. Si elle l'avait rencontré, si elle avait voulu le rencontrer, je vous assure qu'elle aurait pu le rencontrer. C'est parce que disent les Américains. Derrière aujourd'hui, on est dans une élection présidentielle qui est dans la dernière ligne droite. On est à 3 semaines du scrutin. L'essentiel est de terminer cette élection et de se concentrer sur les éléments de campagne du quotidien. C'est pas un concours de rencontres de chefs d'État, c'est l'élection présidentielle française. Qu'est-ce qui serait plus important si elle était élue, la relation avec les États-Unis ou la relation avec la Russie? L'équilibre. Le plus important serait l'équilibre, justement, de refuser l'alignement, d'où ces 2 démarches très importantes qui auront lieu très rapidement. Les négociations avec l'Union européenne pour bien marquer que nous souhaitons recouvrer notre souveraineté et l'annonce très rapide que nous quittons le commandement militaire intégré de l'OTAN. Et là aussi, je veux rappeler que le fait de quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN, ce n'est pas une opération qui se fait du jour au lendemain, ça se fait à travers des négociations, et exactement comme ça s'était fait en 1969. On ne brise pas le tout du jour au lendemain. Merci beaucoup. 2 questions. Nous en avons une... Au fond, comme vous avez déjà eu la parole, on va donner la parole à 2 personnes au fond. Voilà. On prend les questions en même temps et on vous répondrez ensemble. Bonjour. J'aimerais savoir comment la politique de Marine Le Pen en matière de migration peut être compatible avec les obligations de la France en matière de protection du droit d'asile, donc de protection des personnes qui fuient la persécution et la violence, et donc des obligations nationales au titre de la Constitution et internationale sur le respect de la Convention de 51 sur les réfugiés. La deuxième question, non, c'était pas... Pardon. Merci. Bonjour, j'ai entendu Marine Le Pen s'exprimer sur le fait qu'elle souhaitait renforcer les coopérations de renseignement avec l'Algérie. Donc c'est intelligent, c'est un État qui est stratège et expérimenté dans la lutte contre le terrorisme. Simplement, comment
pouvez-vous le faire tout en continuant à avoir un ton condescendant avec l'Algérie, mais ainsi que l'ensemble des pays africains, sur la non-reconnaissance des crimes et des barbaries commis lors de la colonisation ? Sur le droit d'asile, aujourd'hui est totalement dévoyé. On voit bien qu'il est utilisé à des fins de migration économique. Donc nous sommes, comme la plupart des Français, attachés à ce que le droit d'asile perdure. C'est un engagement qui honore la France et qui continuera d'être honoré. Simplement, il doit être traité dans des conditions de diligence, de rapidité, et encadré pour que ça corresponde bien à des populations qui fuient des persécutions politiques, ce qui est très majoritairement pas le cas aujourd'hui. Pour ce qui concerne votre question, encore une fois, la France n'est pas dans un État qui doit être dans une posture de repentance permanente. Aujourd'hui, l'Algérie est un État majeur, responsable, avec lequel nous souhaitons travailler. L'important, c'est l'avenir commun des coopérations que nous pouvons faire ensemble, et c'est ainsi qu'on va traiter avec eux. Merci beaucoup. Merci.